Donc bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? On est dans la même pièce avec Vincent là, donc juste savoir si c'est OK pour moi aussi. Donc, vous pouvez répondre dans le chat. Est-ce que tout est OK de mon côté? Apparemment, il y a pas mal de monde qui a des problèmes d'accès au chat comme moi. Ouais, Je j'ai reçois reçu des mails des là. mails aussi. Euh, Bonjour, je vous entends mais je ne peux pas écrire. Donc Nelly du comité 53. Le chat ne fonctionne pas. Donc ce que je vous propose sinon, c'est d'arrêter la diffusion et de redémarrer. On peut essayer ça. Je vous C'est remets pas la juste meilleure option, mais le lien dans le chat du fichier pour ceux qui éventuellement l'auraient raté avant. Donc pour recontextualiser, donc Vincent Legras, donc conseiller technique national à la fédération et donc en charge entre autres de l'emploi. Donc ce webinaire, Vincent, fait suite à celui du 26 août sur la modulation du temps de travail, qui avait été également animé par Pascal Chevreau. Donc celui-ci sera vraiment consacré aux outils qui avaient été présentés en fin de webinaire du webinaire dernier. Donc il sera un peu présenté sous forme de tutoriel. Donc on va laisser Pascal vous présenter les outils et la mise en marche et leur utilisation dans les grands principes. Donc pour les questions, on se les garde en fin d'intervention. Concernant l'outil, je serai votre interlocuteur pour tout ce qui va être retour, éventuellement bug, problème de fonctionnalité ou tout autre sujet autour de cet outil. On a prévu de recenser l'ensemble des retours et de n'organiser les mises à jour que ponctuellement, et donc idéalement une mise à jour annuelle autour de l'outil. Sinon, ce sera ingérable avec l'ensemble des versions. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Pascal, qui va donc vous faire des projections d'écran autour des deux outils et qui va donc vous présenter tout ça. N'hésitez pas à commenter dans le chat. Vincent et moi, on se chargera un peu de regarder vos questions et de voir ce qui est traitable, soit en direct dans le chat, soit ensuite de faire intervenir Pascal à ce sujet en fin d'intervention. Merci. Bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran pour vous montrer un certain nombre de choses. Donc, voilà, je vous projette ici, on va l'agrandir un petit peu, les schémas qui permettent d'expliciter la démarche et l'utilisation des différents outils. Le but de ces outils, je vous le rappelle, c'est de vous permettre de mieux anticiper pour respecter vos obligations légales et conventionnelles, notamment sur la question de durée du travail. Ceci pour permettre d'assurer une meilleure maîtrise de la durée annuelle du travail et donc, dans le cadre de la modulation, de permettre d'éviter de se retrouver en fin d'année avec des heures supplémentaires à régler aux salariés à cause de ces dépassements. Alors, la démarche, elle se fait à partir de deux outils. Un qui est symbolisé par la couleur orange, qui va être utilisé principalement plutôt par l'employeur, qu'on va appeler le macro-planning, et puis un qui va être plutôt un emploi du temps et qui est plutôt utilisé par le salarié. Donc, je vais passer en revue les 6 étapes successives, et puis après on reboucle, comme vous le voyez, sur la troisième étape, et ainsi de suite tous les mois. La première étape donc consiste à définir un planning annuel. C'est la planification générale de votre saison, que vous faites souvent. À quel moment on doit le faire? Eh bien, dès que possible, dès qu'on a un calendrier fédéral connu, et c'est possible au début de l'été, de manière à être au moins 2 mois avant, 2 ou 3 mois même peut-être avant la reprise de la saison. L'objectif, c'est de s'assurer d'abord que le temps de travail que vous avez prévu dans le contrat du salarié est compatible avec le temps nécessaire à l'organisation de toutes ces activités que vous souhaitez lui confier.
Tant que vous n'avez pas fait ce travail de planification, peut-être vous allez vous apercevoir qu'il n'y a pas assez d'heures dans son année. L'objectif, c'est aussi de répartir le travail et de pouvoir, sur la saison, de façon irrégulière, comme le prévoit justement la modulation, et ceci, de pouvoir aussi l'annoncer, de façon à ce que le salarié sache à quel moment il a des périodes qui seront plutôt de la haute activité, de la basse activité, des moments où il y aura plus de congés possibles, enfin où il pourra prendre ses congés, les moments où il pourra également bénéficier de semaines de repos complètes pour compenser les périodes de haute activité. Donc tout ça, il faut pouvoir les donner un petit peu à l'avance, y compris prévisionnellement les périodes où effectivement il va avoir des week-ends travaillés s'il se déplace sur des compétitions. Tout ça étant évidemment très prévisionnel, parce qu'évidemment un planning annuel de ce type-là subit évidemment de très nombreuses modifications en cours d'année. Donc, pour pouvoir faire ce planning, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir ce qu'on va appeler des semaines types qui vont se reproduire à l'identique, plus ou moins à l'identique, de façon assez régulière dans l'année. La deuxième étape consiste à établir un planning qui, cette fois-ci, sera mensuel. Donc là, le délai, la périodicité, c'est au moins mensuellement, évidemment, à minimum un mois avant. En fait, moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt d'être sur un peu plus qu'un mois, voire 2 mois, et de pouvoir travailler la première fois sur au moins 2 mois. Vous allez travailler en début août, vous allez annoncer les mois de septembre et octobre, et quand on arrivera un mois plus tard, vous allez rajouter les mois qui suivent, de manière à avoir toujours de pouvoir anticiper sur les 2 mois qui vont suivre. Tout ça, ça va permettre quoi? Ça va permettre de préciser un petit peu les plannings, parce que 2 mois à l'avance, vous commencez à être en mesure de pouvoir de savoir exactement quelles sont les compétitions qui vont se confirmer, etc., ou les stages qui vont se faire. Et notamment les événements également. Donc le contenu, ce sont des semaines de travail où là, il n'y a pas seulement une estimation du nombre d'heures, mais des précisions supplémentaires sur la répartition de ces heures-là par jour. À partir de ce moment-là, on va pouvoir basculer vers un emploi du temps qui sera cette fois-ci sous la responsabilité du salarié, et dans lequel, un document en tout cas que lui va gérer, et qui va être peut-être, ce que je vous conseillerais moi, c'est de l'établir ensemble, employeur plus salarié, de manière à ce que cette fois-ci, au niveau de l'objectif, on est sur une détermination des horaires de travail. C'est-à-dire que là, on ne va pas seulement se contenter de dire la semaine prochaine, telle semaine, ce sera une semaine de 42 heures. On va aussi indiquer quels sont les jours travaillés, quels sont les horaires dans la journée, dans chacune des journées. Donc, ce document d'emploi du temps fait apparaître, en fait, se présente sous la forme de autant d'onglets que de mois, donc 12 onglets pour chacun des mois. Et dans chacun des onglets, on va retrouver chaque jour du mois avec des colonnes pour pouvoir indiquer les horaires du matin, les horaires du midi, les horaires du soir, etc., de l'après-midi et du soir. L'étape suivante, donc ça vous avez, avec cet outil-là, vous avez votre premier emploi du temps mensuel, semaine par semaine. L'étape suivante, c'est de noter dans ce même document, donc on va le renommer de façon à conserver quand même le document d'origine. On va l'imprimer pour pour pouvoir retrouver quel était le prévisionnel. Et on va cette fois-ci considérer qu'on est dans un tableau qui vous donne un planning du temps de travail réalisé. Cette fois-ci, vous allez noter exactement les horaires que vous avez réalisés. Quand ce document est établi pour chacun des mois et qu'il est arrêté, définitif,
c'est l'employeur qui va reprendre la main puisqu'il va récupérer cet emploi du temps réalisé et il va pouvoir reprendre son document, lui, de travail initial, où il a toute sa planification annuelle, et il va reporter dedans, il va d'abord vérifier les heures, les valider, parce qu'il peut y avoir des discussions sur le travail qui a été fait, et il va reporter ces éléments-là dans le document qui comptabilise également donc, ces heures-là. Et il va pouvoir les comparer à ce qui était prévu, et ça va lui permettre, on passe à l'étape numéro 6, de corriger éventuellement le planning annuel, parce que s'il y a des choses qui sont annulées, donc du travail qui n'a pas pu se faire, ou au contraire, une surcharge de travail qui avait été mal quantifiée, eh bien, peut-être qu'il va falloir reconsidérer les plannings des mois suivants, de façon à ce qu'on n'accumule pas des heures faites en trop et qu'on ne se retrouve pas en fin d'année avec trop d'heures travaillées et donc des heures supplémentaires. À partir du moment où on retravaille ce planning, il va falloir, du coup, puisqu'on avance mois par mois dans l'année, éviter les mois suivants qui tiendront compte cette fois-ci des modifications qui ont été apportées. Alors, on va prendre les documents. Donc, je vais changer de partage. Voilà, je ne sais pas si tout le monde voit bien, j'espère en tout cas. Voici à quoi ressemble l'onglet de planification, enfin de ce qu'on appelle donc le macro-planning, l'outil employeur. On voit qu'on a pour le document principal un tableau qui commence à la première semaine, qui commence un vendredi, puisque là je suis en 2017, on va voir comment on le paramètre, et qui descend jusqu'à la fin de l'année avec un petit tableau récapitulatif à la fin. Et je vais vous montrer immédiatement comment on va déjà paramétrer son année, puisque c'est un outil avec un espèce de planning perpétuel. Et donc, la première chose qu'il va falloir faire, c'est paramétrer l'année. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer qu'on part d'un tableau qui avait déjà été fait pour 2017-2018, et on va le renommer en lui donnant, cette fois-ci, donc on saisit l'année ici. Donc, on est parti sur l'idée de la saison 2018-2019. On fait appliquer et vous avez tout qui se recalcule, y compris les jours fériés de l'année, etc. Donc, on a mis la saison. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va réinitialiser le planning ici. Alors, je ne vais pas le faire parce que moi, j'ai déjà commencé à préparer le planning pour vous montrer des choses, donc je ne vais pas le faire, mais ça permet que toutes les formules qui sont dans le macro-planning, qui auraient pu être écrasées, notamment, on va voir qu'il y a des endroits où on va écrire par-dessus. Là, pour l'instant, il y a des zéros. Donc, tout ça va être remis à zéro, on va dire, pour réinitialiser l'année. Ensuite, on va compter les jours fériés qui tombent sur des dimanches. Bon, ça, c'est pas le plus important, mais ça peut affiner un petit peu les prévisions, puisque ces jours fériés, finalement, ne sont pas des jours fériés, puisque, de toute façon, ils sont sur un dimanche. Ensuite, on va vérifier le paramétrage des salariés. Alors, on passe à l'onglet paramètres. À la fin, vous avez une liste de salariés. Vous les mettez à jour. Et ensuite, vous allez pouvoir ici les sélectionner. On va dire par exemple qu'on va faire le planning pour Brice Leverdeau avec sa durée hebdomadaire de travail et un paramétrage qui va permettre normalement de pouvoir gérer par exemple les entrées-sorties en cours d'année. Si vous avez un salarié qui n'entre pas le 1er septembre mais qui va arriver plus tard dans l'année, dans ce cas-là, il va falloir proratiser l'année puisque le forfait, enfin pas le forfait, mais le nombre d'heures de référence pour la période de référence va être forcément diminué voilà, s'il manque un mois, ce sera 11/12e de 1582 heures. Donc tout ça va se faire automatiquement. C'est là aussi qu'on va pouvoir indiquer le report d'heures faites en trop sur la saison précédente, si c'était le cas, mais ça faudra éventuellement le préciser dans un document comment gérer ces reports.
Pour l'instant, on ne va pas en parler aujourd'hui. Et puis, vous avez ensuite toute une feuille de paramétrage là qui vous donne les différentes règles à respecter. Alors, je ne vais pas revenir dessus puisqu'on les a vues lors du séminaire précédent et qui vont permettre de faire les calculs automatiques des heures de nuit, des limites à pas dépasser, des vérifications avec des alertes sur le respect des 44 heures en moyenne par semaine sur 12 semaines consécutives et des choses comme ça. Donc l'idée, c'est d'avoir un outil qui permet que si vous comptabilisez des heures, l'outil ne bloquera jamais ce genre de choses. Mais voilà, la semaine, elle ne doit pas faire normalement plus de 48 heures, sauf avoir une autorisation de la directe. Si vous faites des semaines de 50 heures, vous pourrez les saisir. Mais en tout cas, vous aurez des alertes pour vous prévenir. Et puis la dernière chose à paramétrer, ce sera de renseigner ici les analytiques que vous voulez utiliser. Alors, on vous a déjà mis des choses. Bien sûr, vous pouvez les modifier. Ce qu'il faut simplement conserver, c'est le fait que ça doit être classé dans l'ordre alphabétique. Et donc, on a tout. Si vous voulez changer le divers non prévisible, vous pouvez mettre autre chose là. Et puis là, vous allez changer et mettre 0, 1 et mettre une autre libellée. Voilà. Mais en tout cas, vous devez conserver l'ordre ici et vous pouvez aller jusqu'à 15 secteurs analytiques distincts. Donc, je reviens à mes paramètres. Alors, ça, c'était l'onglet paramètres. Une fois que vous avez paramétré les analytiques, vous pouvez ne pas les utiliser, bien sûr. Hein. Petite astuce, vous avez une reprise ici des heures travaillées sur les 11 précédentes semaines avant l'ouverture de la saison. Ça, c'est pour pouvoir calculer les 12 semaines consécutives et la moyenne d'horaire de travail sur les 2 semaines consécutives. Ce n'est pas super important puisque c'est souvent des périodes où les gens ont très peu travaillé ou étaient en repos, ce qui fait que les moyennes vont être très basses. Vous voyez ici, j'arrive à 21 heures en moyenne sur les 11 précédentes semaines. Vous avez aussi la possibilité ici de renseigner au fur et à mesure les jours acquis en congé exceptionnel, de façon à ce que vous puissiez ensuite les intégrer. Donc ça se fait forcément en cours d'année. Vous ne l'avez pas forcément à l'avance, on n'avait pas connaissance à l'avance. Et enfin, vous allez placer... Alors oui, ce qu'on peut faire, c'est aller regarder ici directement dans le macro-planning. Vous allez pouvoir aussi replacer les vacances. Alors là, elles sont déjà placées aux bons endroits, mais mettons que ça puisse varier d'une année sur l'autre, évidemment. Pour signaler les semaines de vacances, c'est pas compliqué. Dans cette colonne-là, vous écrivez VAC et ça vous met en vert la semaine pour que vous puissiez la visualiser. Voilà. Et si vous effacez, on a la même chose dans l'autre sens. Alors, ensuite, vous allez définir les semaines types. Alors, les semaines types, ça se fait dans l'onglet semaine, évidemment. Le principe, c'est d'identifier des semaines qui vont se répéter de manière plus ou moins régulière. Et vous allez, même si ça peut être variable d'une semaine à l'autre, y mentionner le nombre d'heures quotidien. Là, on se moque de savoir les horaires. Il peut y avoir des petites variations d'une semaine sur l'autre, mais l'idée, c'est quand même de pouvoir dire, il y a par exemple 35 semaines hors vacances scolaires. Pour quelqu'un qui fait un entraînement, alors ça c'est... pardon. Que tout va bien, oui, on dirait. Pardon. Donc, il y a 35 semaines hors vacances scolaires pour un entraîneur de club qui intervient de façon principale sur des créneaux auprès des membres du club. On peut effectivement estimer, en fonction de cette semaine-là, cette semaine type-là, comment ça va se reproduire et multiplier par le nombre de fois. Alors, si ici je multipliais par 35, vous voyez que sur l'année déjà, le salarié aurait fait 1286 heures
sur les 1582 qu'il doit faire dans ces semaines type. Le reste serait à répartir sur les autres semaines, soit des semaines d'animation pendant certaines vacances scolaires ou des choses comme ça. Voilà. Vous voyez que en ne travaillant, alors on pourrait très bien imaginer, pourquoi pas, qu'il ne travaille que ces semaines-là et que donc il a plus d'heures évidemment dans sa semaine, sachant que là il fait des semaines de 36h75 dans mon exemple. Hein. Voilà. Alors la différence entre les heures réelles et les heures comptées, c'est que les heures réelles, c'est celles où il est présent physiquement, où il travaille physiquement. Les heures comptées, c'est lorsqu'il y a des majorations, parce que par exemple, il a travaillé le week-end, le dimanche, sur un jour de repos, ou qu'il a fait des heures de nuit. Donc là, il y a des majorations qui viennent se rajouter. Je crois que les heures de nuit ne sont pas comptées, pardon. Mais les heures de travail qui sont mentionnées sur des week-ends se retrouvent majorées de façon à ce qu'on les prenne en compte dans le calcul estimatif au moment du planning annuel. Voilà. En réalité, donc, je reviens à ce que j'avais mis avant. J'ai déduit de ces semaines-là, de ces 35 semaines scolaires, les semaines où il va y avoir des week-ends travaillés. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où le salarié travaille le dimanche, en plus de ça, j'ai pris l'exemple d'un salarié qui travaillerait le samedi. Vous voyez ici, il travaillerait 3 heures le samedi matin. Et donc, si on le fait travailler le dimanche aussi, il n'a plus son jour de repos. Donc, si on veut le faire travailler un dimanche sur une compétition, par exemple, eh bien, il va falloir supprimer le lundi ou un autre jour de la semaine précédente et supprimer également un jour dans la semaine qui suit de façon à ce qu'il n'y ait pas plus que 6 jours consécutifs. Et c'est ces fameuses semaines-là que j'ai paramétrées ici, dans la deuxième semaine que j'ai encadrée là en rouge, où il travaille 10 heures le week-end, le dimanche, 12 heures le samedi. Du coup, il ne travaille que 3 heures au lieu de 8 le vendredi soir, et il ne travaille pas le lundi. Ça lui fait, dans ce cas-là, une semaine de 47h25. Vous voyez aussi au niveau des codes couleurs, si je rajoute 1 heure le lundi, là, pour que vous puissiez voir, je passe à 48h25, et ça, c'est interdit, donc vous avez un signal. Vous avez également les décomptes à droite qui vous permettent de comptabiliser du coup, avec ces prévisions-là, avec ces semaines types-là, si elles sont appliquées, combien ça lui fera de journées de travail supérieures à 13 heures, combien ça lui fera de semaines de 48 heures ou plus, comptabilisées sur une année. Donc ça, je le supprime. Voilà pour les semaines types. Alors, l'idée, c'est que ici, dans votre semaine type, vous ayez mis vous arriviez à un total qui serait de 52 semaines, alors 52,2 normalement, hein, puisqu'il y a un peu plus que 52 semaines dans une année, et vous arrivez à un nombre d'heures que vous voyez qui est un petit peu supérieur quand même à la cible qui normalement devrait être de 1582. Donc c'est peut-être parce que j'ai un petit peu trop chargé là. Dans les autres exemples que je prendrai, je vais le baisser. Et puis d'autre part, il faut quand même prendre en compte le fait que là, je n'ai pas tenu compte des jours fériés. C'est-à-dire que quand il va y avoir le 1er mai, le 8 mai, etc., et qu'il y avait de l'activité prévue ce jour-là, eh ben, elle va pas être comptabilisée. Or, les 1582, c'est vraiment les heures pendant lesquelles le salarié va travailler. Et évidemment, donc, s'il ne travaille pas parce qu'il est en repos, ça vient se déduire. Donc là, on est un petit peu normalement, on va être à 40 à 60 jours, 60 heures, pardon, en plus de 1682, qui peut s'afficher ici. Donc finalement, je ne suis pas si loin que ça. On est à 1675 en prévisionnel, alors que la cible, elle serait à 1645 si je rajoute effectivement 63 à 1582. On va être à peu près là-dessus. Donc, voilà pour le principe de la mise en place de ce macro planning. Alors, les exemples quand même que je vous montre un petit peu, ici je vous ai réservé un onglet dans lequel vous allez pouvoir aller coller ce que vous voulez, dans lequel j'ai détaillé un petit peu plus la fameuse semaine type
entre ce qui est fait le matin, le midi, l'après-midi, le soir. Et puis derrière, c'est là que j'ai paramétré aussi l'analytique qui pourrait être appliquée. Voilà. Bon, c'est pour vous donner un petit exemple. Vous pouvez le faire avec n'importe quel autre outil en extra, enfin pas forcément intégré dans ce tableur-là. L'important, c'est que vous puissiez vous en servir pour venir ici renseigner votre décompte. Et puis alors, en ce qui concerne ensuite l'analytique, eh bien, il va falloir que vous ça peut être intéressant de le paramétrer. Donc, vous allez prendre chacune de vos semaines que vous avez définies à l'onglet précédent, et puis vous allez regarder quelle est l'analytique, le nombre d'heures qui correspond, ici, de façon à ce que vous ayez, alors là en bas vous avez le résultat, c'est-à-dire que ça vous permet de voir que vous avez planifié une activité. Alors là, il y a des choses qui sont inexactes. Hein. Vous avez le total du temps qui a été affecté. Donc là, vous voyez qu'il en manque pas mal. Il n'est pas, voilà, c'est des exemples comme ça. Si, voilà, là, j'arrive à quelque chose d'être déjà un petit peu plus 80% du temps de travail qui a été affecté en analytique, 20% qui n'est pas affecté. Et vous voyez ici le résultat sur l'année, que votre salarié, il est affecté pour 28% de son temps à de l'entraînement, pour 15% de son temps à du développement, pour 10% à autre chose, à de l'administratif, etc., etc. Le conseil, c'est de ne pas trop complexifier les choses, pas trop de postes analytiques. Vous voyez, on en a prévu 15. Ces colonnes-là, il faudrait que je les masque. Derrière, voilà, ça, vous avez quelques grands chiffres et quelques grandes orientations sur l'utilisation du temps de travail de votre salarié. Et puis ensuite, derrière, vous avez la possibilité, le salarié pourra codifier lui aussi ce qu'il a fait vraiment pour voir en fin d'année si vous avez des gros écarts en ce que vous aviez prévu et ce que vous avez finalement pu faire. Voilà. Donc, le but de l'analytique qui a été mis en place, c'est celui-là. Alors, je vais fermer ce document et je vais en partager un nouveau. Où je vais vous montrer maintenant comment on passe à la deuxième étape, hein, et qui consiste à venir placer les semaines types dans le planning. Dans le planning, le voilà. J'ai déjà. Alors, vous ne le voyez pas encore peut-être, excusez-moi, je n'ai pas fait le partage. Ah, c'est pas ça. Voilà, cette fois-ci c'est bon. Oui. Oui, j'ai l'impression que c'est bon. Voilà, je vais encore en dire un petit peu encore. Vous voyez comment ça se passe? Tout simplement, vous avez les semaines qui s'enchaînent là, sur les premières colonnes. Et puis ensuite, vous avez cette colonne H dans laquelle vous allez pouvoir aller sélectionner. Au départ, elle est vide. Hein. Par exemple, ici, vous allez sélectionner la semaine, le type de semaine que vous voulez affecter à cette semaine. Donc là, je suis sur la deuxième semaine des vacances de la Toussaint. On a déjà programmé que la première semaine serait une semaine de repos, de récupération, on va dire. Je l'appelle plutôt comme ça, c'est un meilleur terme que RTT. Et par contre, on va se dire que là, il y a une activité spécifique qui a été mise en place dans mon détail de semaine, c'est-à-dire les vacances, une semaine de vacances. Et dans les semaines de vacances, on s'est dit qu'on allait mettre une activité d'animation de 4 heures par jour pendant 3 jours. Arbitrairement, on a mis les journées du mardi, mercredi, jeudi. Ça veut dire que dans mon planning, là, j'ai mis mes vacances. Donc, la prévision hebdomadaire, c'est 3 fois 4 heures, 12. Et à droite, là, alors je peux le fermer et le rouvrir avec les petits plus.
ça m'indique que mes 3 jours de travail sont les mardis, mercredis et jeudis. Et ça, c'est ce que je pourrais affiner dans un deuxième temps. Et dans un premier temps, je me contente de poser mes semaines. Donc, j'ai posé mes semaines scolaires sur, dès qu'il n'y a pas de vacances, en dehors des vacances. J'ai posé mes semaines de repos, mes activités pendant les vacances scolaires. Là, à Noël, j'ai décidé qu'il y avait carrément une des semaines qui serait vraiment la 5e semaine de congé payé. Et puis, les 4 autres semaines de congé payé, elles sont là en bas. Et puis, il me reste maintenant à définir ce que je fais de mes autres périodes de vacances. Et puis, qu'est-ce que je vais avoir aussi à faire? C'est que là, j'ai placé, on va le voir en bas, vous avez ce petit tableau qui va vous aider. Vous avez à gauche, là, la prévision. On a prévu, dans notre onglet semaine, là, de mettre 15 semaines scolaires, 10 semaines de week-end, 10 semaines où les week-ends seront travaillés, et puis, par définition, il y aura 10 semaines, normalement, qui seront postérieures à la semaine où le dimanche a été travaillé. Donc, ici, vous avez ce que vous avez déjà placé dans votre tableau, au-dessus. Donc là, pour l'instant, vous avez placé 44 semaines. Il vous en reste encore un certain nombre à placer pour que, ici, voilà, ces semaines-là, ce reste à placer passe à 0. Donc là, j'ai mis toutes mes semaines de congé. OK. Il va falloir que j'aille placer les autres. Donc ce travail-là, je l'ai fait. Pour ne pas perdre de temps, on va aller directement réouvrir le fichier. Je vais partager avec vous. Non, c'est pas ça encore. C'est ça. Voilà. Donc là, continuer à faire ce que je vous ai expliqué. J'ai placé mes week-ends de travail. J'ai tout terminé et j'arrive au bout du compte à avoir placé 53 semaines. Alors, je n'ai pas tout à fait placé ce que j'avais prévu initialement, parce que notamment, il n'y a pas eu besoin de placer 10 semaines après week-end, parce qu'il y a des week-ends qui étaient juste avant une semaine de repos. Donc, du coup, le lundi n'était pas travaillé, ou il était férié, ou je ne sais plus quoi. Voilà, donc, du coup, je l'ai remplacé par une semaine, je ne sais plus par laquelle. J'ai rajouté aussi une semaine exceptionnelle. Enfin bon, voilà. J'ai mis un certain nombre de choses. Et puis, ce que vous allez pouvoir faire également, c'est d'aller préciser, comme je l'ai fait là en rouge, là où sont les jours fériés. Parce qu'on les connaît, les jours fériés. Ils sont indiqués ici, dans les paramètres. Non, pardon, dans la saison. On les a. Donc, j'ai été calé le fait que j'ai un jour férié, le 1er novembre, qui est le jeudi de la Toussaint. Et je l'ai mis ici. Donc, c'est dans cette semaine-là, le 1er novembre, tombe un jeudi, 1er novembre. Et donc là, il y avait un 4 initialement, et je l'ai remplacé par 0, puisque on ne va pas pouvoir travailler ce jour-là. On va peine de faire travailler un jour férié, ça vous coûterait plus cher en plus de ça. Et puis, comme il devait y avoir 3 jours d'animation, à la place de ça, le lundi qui devait être normalement non travaillé sur cette semaine-là, j'ai mis un chiffre. Vous voyez là-haut, puisque là, si je clique sur les autres, vous avez une formule de recherche qui permet d'aller chercher quels sont les jours, les nombres d'heures à faire sur chacun des jours. Mais on peut écraser les formules en mettant ce qu'on veut à la place. C'est ça qui sera réinitialisé quand vous redémarrez un nouveau fichier, de manière à ce que les formules se remettent. Parce que là, vous allez les écraser. Une fois que vous les avez écrasés, voilà, c'est fini, la formule ne revient pas. C'est à vous d'aller renseigner. C'est pour ça que je vous conseille de mettre des couleurs pour que vous sachiez ce que vous avez corrigé. Donc là, moi, j'ai mis en rose les jours fériés. Alors, j'ai pas eu tous à les passer à 0. Par exemple, le 25 décembre et le 31 et le 1er janvier sont des jours fériés ici en rose. Il n'y avait pas eu besoin d'indiquer de forcer. Enfin, j'ai quand même mis un 0 forcé, mais il y avait déjà 0. Donc, c'est pour ça que c'est pas en italique. Par contre, là où il y avait des heures et puis que je les ai mis à 0, c'est là. Donc là, ça va venir un petit peu bousculer le nombre d'heures réalisées entre ce qui était lié à notre planification ici
avec un nombre d'heures qui est lié à ce qui est prévu dans une semaine type, et puis la réalité de ce que vous avez révisé ici, qui tient compte à la fois, enfin qui tient compte du fait que ici vous avez changé des choses et qu'il n'y a pas tout à fait le même nombre de jours. Notamment, ce qu'il faut que vous alliez vérifier, c'est que la première semaine, ici, elle peut être, il va falloir aller remettre à zéro les jours qui ne font pas partie de la semaine. Bon, là, en l'occurrence, c'était une semaine de repos, donc tout a été mis à zéro. Il faut faire la même chose sur la dernière semaine, où là, il va falloir, la dernière semaine, là, c'est une semaine entière. C'est spécifique à cette saison-là. Il manque juste le dimanche, mais c'est pas grave puisque le dimanche, il n'y avait rien de prévu sur une semaine comme ça. Voilà. Vous avez également ici l'indication du fait que tiens, il y a un jour, il y a un dimanche travaillé. Ça, c'est pour pouvoir les comptabiliser. Et ensuite, vous avez également la mise à jour du nombre d'heures qui sera compté compte tenu des modifications que j'ai faites dans la prévision actualisée. Avec là donc, vous voyez qu'ici on a une semaine là où on a une compétition visiblement, et on a un travail le week-end et on a donc 48 heures comptées, alors qu'initialement il n'y en avait que 52 de comptées. Pourquoi? Parce que moi j'ai modifié ce qu'il y avait d'indiqué, c'est pour ça que je l'ai mis en gris. Le dimanche, le samedi, je suis parti de l'idée que ce serait un week-end où il y aurait où la compétition se ferait que le dimanche. Donc le samedi, l'entraîneur, le salarié n'a fait que les 3 heures du samedi matin qu'il fait habituellement. Et par contre, le vendredi, comme il n'avait pas à prendre la route, il a pu faire ses 8 heures, sans dépasser pour autant les 48 heures, puisqu'il est qu'à 43. Voilà. Si on avait maintenu le même nombre d'heures le samedi, il aurait dépassé. Voilà. Et donc tout ça, vous avez la visualisation avec les couleurs automatiques en fonction du nombre d'heures qui sont indiquées. Voilà pour le petit pour cette partie-là. Je vais vous demander juste, pendant que je vais fermer ce fichier, voilà. Et on va passer maintenant au fichier salarié. Je vous demande juste 30 secondes. Je vais ouvrir donc maintenant le fichier de l'emploi du temps du salarié. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire la même chose. On va reparamétrer comme il faut la période. Attendez, je reprends juste mes feuilles, excusez-moi. Voilà. Donc on va reporter le paramétrage qui a été fait. Donc là encore l'analytique, etc. Je passe très vite là-dessus, vous avez compris le système. Et cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement dans la partie emploi du temps. Peut-être l'agrandir un peu, vous voyez mieux. Donc comment on remplit ça? Tout simplement, vous avez ici le type de journée cette fois-ci. On va utiliser on a les semaines de travail, mais là on va
ressaisir manuellement, à partir évidemment du macro-planning, on va aller ressaisir pour chaque journée ce qui va se passer. Est-ce que c'est une journée de travail? Est-ce que c'est pas une journée de travail, en gros, hein? Et également, quels sont les horaires? Parce que nous, on l'a vu dans l'autre outil, on indique un nombre d'heures. Quand je disais, par exemple, il y a 4 heures de travail pendant 3 jours pendant les vacances scolaires, on a précisé que c'était tel et tel jour. On n'a pas précisé à quel horaire se faisaient les 4 heures de travail. Donc là, par contre, c'est ici qu'on va l'indiquer. Alors, qui le fait? L'idée, c'est que ce soit fait conjointement entre l'employeur et le salarié. Dans un certain nombre de cas où effectivement le salarié est très autonome, on va se contenter de lui dire, tu sais le nombre d'heures qu'il faut que tu fasses dans ta semaine, tu connais les horaires où il faut que tu sois présent, au gymnase, etc., ou au bureau. Pour le reste, sur les horaires, quand tu as du télétravail, si tu as 2 heures à faire le matin, que tu fasses 9, 11, que tu fasses 10, 12, c'est toi qui vois, c'est toi qui décides. Moi, je m'en mêle pas. Donc là, on va renseigner les jours. Alors les jours, les voici qui sont rappelés. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un jour de travail, on va l'appeler TR. Ça peut être un jour de travail, mais qui va venir sur un jour où normalement vous devriez être en repos. Le repos, c'est du RH, c'est le repos hebdomadaire, ça c'est le dimanche. Si vous ne travaillez pas le samedi non plus, vous allez mettre RH le samedi également. Et puis, si le jour travaillé se fait sur un jour férié, on va également l'indiquer, donc ce sera TR, FER. Et puis bon, il y a le cas spécifique du 1er mai. Les jours fériés, on va les signaler avec FER. Et puis après, il y a les congés, CP, éventuellement les congés exceptionnels et les congés payés qui tombent sur un jour férié. Voilà. Après, vous avez éventuellement les maladies, les absences. Pour ce qui concerne la saisie de ce qu'on va appeler les absences, d'une manière générale, ça fera l'objet d'un tuto différent. On n'aura pas le temps de le traiter aujourd'hui. Et donc là, je vous ai renseigné tout ça. Alors, c'est une petite erreur ici, d'ailleurs. Ici, j'ai mis travail sur le 1er septembre. Maintenant, le 1er septembre, il n'y aura pas de travail. On va considérer qu'on est en RTT. C'est un jour de repos, en fait, puisque la saison ne va reprendre que le lundi 3. Et à l'attaque directe, c'était une semaine type, souvenez-vous, une semaine scolaire type. Et donc là, j'ai mis les horaires pour une semaine qui fait donc 36h45. Ici, donc, dans la colonne P, vous avez le total de la semaine sur la dernière colonne, et au-dessus, vous avez la même chose, mais en format numérique au lieu du format horaire. Juste un petit détail, lorsque vous saisissez un horaire, il faut bien indiquer, par exemple, là, je vais saisir 18 heures, il faut que ce soit 18 heures tout rond. À ce moment-là, il faut que je mette juste les 2 points. Voilà. Ou sinon, il faut mettre, si vous voulez faire 18h30, il ne faut pas faire juste 3, il faut mettre vraiment le 30, sinon ça fera 10,03. Voilà. Et tant que vous n'avez pas mis une date de fin, du coup, ce que vous avez dans la colonne totale et ne peut pas se calculer. Donc, je rajoute là jusqu'à 19h. Voilà. Et on est donc à 4 heures au total sur la journée. Vous avez ici, dans la colonne qui suit, le nombre d'heures de nuit qui s'est calculé automatiquement. Voilà, il y a une demi-heure de nuit qui se fait le jeudi soir parce qu'il termine à 22h30 au lieu de 22h. Et vous avez la majoration qui en découle, c'est-à-dire 25% de 30 minutes, donc environ 7 minutes supplémentaires à lui payer. On va le retrouver toutes les semaines puisqu'on retrouve ça toutes les semaines. Au mois de septembre, il n'y avait pas de compétition à assurer, voilà ses horaires. Non, je vous dis une bêtise. Non, c'est ça, pardon. C'est bien ça. Non, là j'ai juste renseigné, pardon, les horaires habituels en fonction des semaines type. À droite, là, vous allez pouvoir, alors c'est pareil, ça se déplie, hein, vous avez 3 petits plus. Le premier petit plus, c'est donc pour pouvoir visualiser l'affectation analytique. Et là, vous avez 3 possibilités d'analytique. Je vais réduire un petit peu. Ici, vous avez fait un entraînement élite pour le TR le midi d'1h30. Donc, vous mettez ETR, vous mettez 1h30. Non, pardon, vous mettez en numérique. Donc, 1,5.
Ici, vous avez ensuite de l'administratif, je ne sais pas, n'importe quoi. Vous saisissez le nombre d'heures, 2h30. Et vous voyez du coup apparaître à la fin de la ligne le nombre d'heures total qui a été affecté et un petit 100% qui vous montre que vous avez bien affecté toutes les heures. Voilà pour le remplissage de ce tableau. Alors là, vous faites ça quand? Vous faites ça un mois au moins avant, comme je vous disais. À partir du planning, du macro-planning, vous allez renseigner votre planning mensuel. Je l'ai fait pour les mois de septembre et octobre, et je vous le montre en partageant mon écran. Voilà. Je vais l'agrandir. Voilà votre mois de septembre. Il est bien indiqué planning prévisionnel en haut pour le mois de septembre. Et ici, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis appuyé sur mon planning, sur mes semaines types qui sont mentionnées, mais je les ai un petit peu modifiées parce que je suis allé. Alors, il aura fallu que j'aille vous le montrer peut-être avant. Mais en gros, j'ai été modifié des heures. Là, ce que j'ai mis en rouge, c'est ce qui a été modifié par rapport au planning type initial. Par exemple, le samedi 8, il y avait le forum des associations et le salarié est allé participer, était présent pendant ce forum et donc on lui a rajouté le 13-18. Donc par rapport à l'horaire qui était initialement prévu, là, qui était de, je ne sais plus, 36h45, je crois, sa semaine type, et ben en fait, il a fait une semaine de 41h, enfin non, on lui a prévu une semaine de 41h30. Donc déjà de 4-5 heures de plus que sa semaine type. Pourtant, on lui a retiré des heures là parce que les scolaires, ça n'a pas encore démarré, par exemple, des choses comme ça. De la même façon que là, sur le... Voilà, on imaginait là une journée porte ouverte. Bon. Donc, vous avez fait votre planning avec ici en bas le récapitulatif des jours de travail et des heures qu'il aura à réaliser. On est bien dans le prévisionnel. Ça ne vous empêche pas de l'imprimer, de le faire signer par le salarié, de le contresigner vous-même et d'avoir donc gardé la trace de ce que vous avez demandé à faire au salarié. Parce que ce qui est compliqué, c'est d'arriver à justifier que les heures qui ont été faites en plus lorsque le planning n'est pas respecté et que ces heures ont bien été faites à la demande de l'employeur. Or là, pour l'instant, si vous n'avez pas la trace de ce que vous avez demandé de faire, vous ne pourrez pas justifier que le salarié, il a fait des heures qui n'étaient pas forcément demandées par l'employeur. Donc ça, c'est important de le conserver, de l'archiver et de pouvoir ensuite le comparer avec ce qui aura été réalisé. Et donc, je l'ai fait également pour le mois d'octobre. Vous voyez ici les horaires qui sont prévus pour le mois d'octobre, avec ici un volume d'heures du coup qui apparaît, qui fait que là, bah, pour ce mois-ci, on est parti sur un volume de travail de 160 heures, donc quelques heures sup, etc. Alors, la colonne décomptée à la fin vous permet de voir ce qui a été... alors, on peut faire des modifications à la marge de cette colonne-là. On peut aussi décider de payer certaines majorations. Par exemple, là, on a des heures de nuit. On pourrait décider que les 30 minutes qu'on lui doit d'heures de majoration soient payées au lieu d'être données en repos supplémentaire et déduits donc des prochaines semaines de travail. Voilà. Alors, on va maintenant ouvrir le fichier suivant pour vous montrer ce qui est fait. Voilà.
Alors, j'en suis où dans ma démarche? J'en suis à mettre à jour. Je l'ai déjà un petit peu fait puisque je vous ai montré le PowerPoint qui correspondait. J'en suis à corriger le planning type qui est proposé en fonction de la semaine et des jours du coup qui ont été notés. J'ai fait la même chose sur le mois d'octobre, à aller corriger les plannings types pour que ça colle à la réalité des semaines qui ne sont pas forcément toujours totalement identiques, évidemment, au planning type. Il y a des réunions qui se rajoutent, il y a, etc., un certain nombre de choses. Donc, je l'ai ouvert un petit peu pour rien celui-ci parce que je vous l'ai déjà bien montré. Non, ce que je voulais vous montrer, là, vous voyez, vous avez des jours fériés. Alors, bien penser, une fois que vous avez, on ne voit pas grand-chose, peut-être, bien penser à ce que lorsque vous avez des jours fériés que vous avez renseignés, à supprimer les horaires, évidemment, hein, pour qu'ils soient comptés à zéro. Là, quand vous avez des jours fériés qui tombent sur les semaines, sur les dimanches, vous les mettez quand même en jours fériés, ça permettra de les comptabiliser quand même. Voilà, je vais vous montrer la suite. Le troisième fichier que j'ai un petit peu complété pour qu'on ne perde pas de temps. Voilà, tant que ça s'ouvre. Voilà, est-ce que vous le voyez? Donc là, le salarié, il a un planning avec les heures qu'il est supposé faire. Maintenant, on passe à l'étape 4, si vous vous souvenez de mon petit schéma, où là, on va cette fois-ci demander au salarié de nous indiquer qu'est-ce qu'il a fait comme temps de travail, qu'est-ce qu'il a fait réellement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va aller changer ici l'intitulé, au lieu de planning réalisé, prévisionnel, on passe à planning réalisé. Et puis, on va aller remplacer les horaires si ceux qui ont été réalisés ne correspondent pas exactement à ceux qui avaient été faits. Alors ça peut être de changer un horaire de début, au lieu de commencer à 10h, j'ai commencé aujourd'hui à 10h10. Ça peut être de changer des heures de fin, etc. Enfin, on peut tout changer. Bon. Ce que j'ai fait ici, c'est que je les ai mis en jaune, ce qui va nous amener à un nombre d'heures ici dans la colonne P, évidemment, qui sera différent. Évidemment, ici, du coup, au fur et à mesure, dans ce qu'on a réalisé, c'est pas la peine de le faire avant. On va aller mentionner toutes les affectations analytiques qu'on peut faire. Là, j'ai affecté 95% de mon total de ce que j'ai rentré sur ces 3 semaines-là. Alors, vous voyez que les semaines, elles sont, les mois, ils font pas tous 4 semaines complètes. Et donc, on s'arrête forcément en fin de dimanche parce que sinon, c'est compliqué pour comptabiliser par semaine. Comme on est obligé de comptabiliser par semaine, on a fait comme ça. J'avais fait ce travail-là également sur le mois d'octobre et j'avais commencé à paramétrer des choses en novembre. Je ne le retrouve pas. Voilà, enfin j'ai saisi toute l'année pour arriver donc. Je vais vous montrer, pardon. Je ne retrouve pas ce que je voulais vous montrer. Donc ça doit être dans le prochain. Donc je vais vous l'ouvrir aussi. Voilà. Allez, on va changer d'écran.
Voilà. Je voulais vous montrer le mois de novembre sur lequel j'ai fait une petite erreur. La petite erreur, elle est là. Enfin, la première erreur que vous pouvez être amené à faire, c'est de laisser la description de la journée en repos hebdomadaire. Et puis vous mettez vos horaires. Sauf que là, c'est pas compté. Ici, hein, si vous mettez pas dans le type de journée le bon intitulé, le total en colonne P ne prendra pas en compte les heures réalisées et indiquées dans le planning. Là, du coup, je repasse en travail sur une journée de repos. Donc là, on a une majoration. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que là, on arrive à 45 heures. Bien. Là, j'ai déplié en plus, alors, il y avait, vous voyez, l'analytique, alors ça, je ne l'avais pas renseigné. Par contre, j'ai déplié les deux petits volets suivants. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, on voit par exemple que j'ai dans la colonne maximum 6 jours consécutifs, j'ai une indication comme quoi j'ai des semaines de plus de 6 jours. Pourquoi? Eh bien parce que là, j'ai laissé le travail le lundi. Donc là, il a travaillé du mardi sans discontinuer jusqu'au vendredi, samedi de la semaine d'après. Donc là, ce que j'ai mis en jaune, il va falloir aller le supprimer et le mettre en repos. Je supprime les horaires, mais surtout, je repasse cette journée-là en RTT. Le salarié est mis en repos, les alertes ont disparu. Ce que vous avez ici également, c'est le fait que on va comptabiliser les semaines qui font... pardon, là... 35 heures de repos consécutifs hebdo. Oui, là on a un souci parce que il doit y avoir un endroit où il a fini à 21h30, il a repris à 9h du matin et là on est en dépassement. Donc ça vous donne aussi des indications sur sur le temps de repos. Alors je me demande s'il n'y a pas une erreur là. Donc, mais en gros, questionnez-vous et vérifiez bien que il y a bien entre l'heure, c'est peut-être l'écart, hein, il doit avoir au minimum 35 heures. Pourquoi 35 heures? C'est 24 plus les 24 heures, une journée de repos d'eau, plus 11 heures de repos nocturne. Et peut-être bien que de 19h45 le dimanche soir à 9h30 le mardi matin, les 19h, les 11 heures n'y sont pas. C'est à recalculer. 19h45 plus 24, ça ferait 19h45. 19h45, enfin ça fait 20h et 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30. Et pourtant, ils ont l'air d'y être. Bon, ce que ça comptabilise aussi, c'est les journées. C'est à chaque fois qu'on dépasse 10 heures dans la journée, on a une petite alerte. Alors, c'est pas gênant, mais vous vous souvenez quand même que c'est limité à un certain nombre, à 2 par semaine, 3 par mois ou 12 par an. Donc, c'est aussi à vérifier. Et là, du coup, ça nous permet de les comptabiliser. Voilà. Et puis là aussi, ça permet de comptabiliser les dimanches travaillés, même si ce n'est pas forcément indispensable. Il n'y a pas de limite réelle. Le nombre de dimanches travaillés dans une année, c'est plus un nombre de dimanches de repos minimum obligatoire qui existe. C'est 1 par mois. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, à partir du moment où on a rempli ce document, eh bien, il va falloir aller le reporter. Pour le reporter, on va l'imprimer, on va le signer, là encore, le contresigner, et puis on va aller ouvrir
notre fichier, notre macro planning. Voilà, c'est la dernière étape, hein. Enfin l'avant-dernière, on va dire, dans lequel on va aller reporter ce qui a été comptabilisé semaine par semaine dans ce document. Donc là, et ce que vous avez imprimé, en bas, vous avez le détail. Et vous allez, alors là, c'est des éléments surtout statistiques, hein. Donc on le met sur la dernière semaine du mois, donc le mois s'arrête au 23 septembre. Donc ça, on va le fermer parce que c'est pas le plus important. Le plus important pour faire le décompte précis, c'est de pouvoir indiquer chacune des semaines ici en numérique qui a été travaillée, les reporter ici, reporter également les heures de nuit qui sont dues, la majoration les heures de nuit qui ont été effectuées, pardon, la majoration, s'il y a des heures à déduire, et donc au bout là-bas, on va avoir la mise à jour de notre réserve d'heures. Cette réserve d'heures, c'est celle qui apparaissait ici, réserve d'heures en Y, on avait 14 heures. Donc là, comme on a travaillé un peu plus que prévu, on a plutôt moins travaillé, on a une réserve d'heures qui a un petit peu augmenté. Voilà, et au fur et à mesure comme ça qu'on va avancer, eh bien, on va mettre à jour, ce qu'il faut regarder, c'est la dernière ligne qui est ici. On est parti avec 14 heures de réserve d'heures et on est descendu à 4 heures pratiquement. Donc ça veut dire qu'on a déjà utilisé 8 heures de réserve d'heures. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des dépassements, des choses qu'on a rajoutées sur le mois de septembre. Donc l'idée, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, eh bien, comme on est en train de travailler en même temps sur la planification, alors pas du mois suivant, parce que lui, il est déjà en route, mais du mois en cours d'après, eh bien, on va pouvoir décider que, tiens, au mois de novembre, j'avais prévu peut-être une activité pendant les vacances scolaires, le 4 novembre, alors ça c'est un petit peu tôt, c'est plutôt ou sur une activité même en semaine où on va ici décider de réduire un certain nombre d'heures pour que le compteur puisse diminuer un petit peu, parce que sinon, si vous laissez les choses s'accumuler, vous les retrouverez en fin de mois. Donc, vous voyez que c'est assez interactif, c'est-à-dire que une fois que vous avez noté les heures que vous avez faites, eh bien, et que vous les avez comptabilisées, si vous voyez que c'est supérieur à ce qui était prévu, eh bien, il va falloir en retirer sur la suite et vice-versa. Voilà en gros l'utilisation. Je crois que j'ai été un peu long. Je laisse Vincent reprendre et conclure. Oui, alors on a passé le timing. Ouais. Et bon, c'est normal, hein, Pascal n'a pas forcément accès au chat et on avait demandé de toute façon une présentation dans ce style-là. Donc, je trouve que l'exercice n'était pas forcément facile avec la manipulation des fichiers et Pascal s'en est plutôt bien sorti. On avait une question que je me suis notée. Pascal, tu avais parlé de fournir le planning un mois avant aux salariés. Y a-t-il une date légale minimum pour le fournir? Alors, il faut que je retrouve dans... Je vais quand même essayer de vous donner la réponse telle qu'elle est indiquée dans le paramétrage. Le programme indicatif annuel doit être porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage un mois avant le début de la période de modulation. Et ensuite, la modification de l'emploi du temps hebdomadaire. Donc, le planning annuel donne des indications qui ne sont pas très précises, puisque ça donne en fait une répartition dans l'année des périodes hautes et des périodes basses. Après, le planning mensuel, lui, doit être, l'emploi du temps hebdomadaire, pardon, il doit être communiqué le plus tôt possible, et en tout cas, au moins 7 jours à l'avance.
Oui, c'est 7 jours ouvrés minimum sur les sites législatifs autour de la modulation du temps de travail. Donc ça, c'est vraiment la limite juridique. C'est-à-dire que si on modifie l'emploi du temps moins de 7 jours avant, il y a des compensations qui doivent être versées normalement. Et quand c'est dans les tout derniers jours, il y a carrément une impossibilité de le faire et un droit de refus de la part du salarié. Ok. Alors, sur le retour de Christophe Guilherme, quel est le retour d'expérience de club utilisant déjà l'outil? On a officiellement diffusé cet outil, on va dire uniquement maintenant, c'est-à-dire que avant le webinaire. Il faut savoir que ces outils que donc on a construit, enfin que Pascal a construit en lien avec nous, ça va faire quasiment 1 an et un petit peu plus qu'on travaille dessus. On a fait des diffusions restreintes tout au long de la saison dernière pour faire des tests. Il y a eu quelques allers-retours pour cette version que vous avez aujourd'hui. Donc, on n'a pas de retour vraiment d'utilisation propre d'un club sur une saison sportive. Donc, ça va vraiment être cette saison sportive qui va faire office de test pour nous. Et j'en profite aussi donc pour dire que c'est un lancement. Donc, comme je l'ai dit au début, il y a peut-être quelques bugs, des problèmes de fonctionnalité. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à me faire remonter les infos pour qu'on puisse envisager des mises à jour. Et surtout, là, on va dire, on l'a fait sous forme de webinaire. On a prévu de faire des capsules de tutos plus en détail sur les fonctionnalités spécifiques des outils, un petit peu plus courtes pour en développer toutes ces possibilités. Alors, l'outil semble inutilisable pour un salarié non cadre itinérant avec un forfait horaire annuel et qui a une grande liberté d'organisation de son emploi du temps. Partagez-vous le même avis? Alors, a priori, si on est sur un forfait à 1582 heures, la différence qu'il y a, je ne parle pas de la capacité d'utiliser ce type de forfait. Ça, c'est un autre débat. Par contre, si effectivement vous considérez que votre salarié cadre ou non cadre même peut être en forfait, ce sera exactement la même chose, mais ce sera beaucoup plus simple, puisqu'effectivement, vous n'aurez pas dans ce cas-là à renseigner à la partie horaire. C'est-à-dire que là, vous dites au salarié, tu dois faire 4 heures dans ta journée, 7 heures dans ta journée, dans ta semaine. Enfin, c'est dans ton année, mais on peut lui donner une indication sur le fait que, bon, voilà, cette semaine, normalement, tu devrais faire tant d'heures. Et puis comme ça permet quand même qu'ils vous disent ensuite, bah oui, j'ai fait tant d'heures, mais on n'a pas eu besoin de spécifier quel était l'horaire. Voilà, c'est ça la différence. Donc vous pourriez utiliser l'outil sans renseigner la partie, enfin, sans que l'employeur ait à renseigner la partie horaire. Ok, merci Pascal. Merci pour le retour aussi de Nelly. Donc on va faire au mieux pour faire vivre cet outil. Alors, Émilie, dernière question peut-être quand même. Émilie Père, est-il possible de rajouter des colonnes dans le dossier? J'aimerais rajouter une partie plus descriptive sur l'emploi du temps, créneau d'entraînement jeune le matin, créneau d'entraînement physique, télétravail, etc. Alors, bon, à ce jour, l'outil est verrouillé. Là, il faudrait qu'on voit avec Pascal. Pas forcément compris l'intérêt là sur la partie descriptive. Ça dépend à quel endroit elle voudrait rajouter cette description, dans quel onglet. Tous les onglets sont protégés et on ne peut pas rajouter des colonnes parce que ça risquerait de mettre le bazar dans les formules, parce qu'il y a beaucoup de formules dedans. Donc en fait, le seul onglet qui est complètement libre, c'est celui que j'ai appelé exemple semaine, c'est-à-dire le descriptif de la semaine type sur les 35 semaines scolaires, par exemple. Sinon, dans les semaines types, on ne pourra pas mettre de descriptif, à rajouter de colonnes. Donc après, c'est typiquement ce genre, voilà, peut-être de retour sur l'utilisation, si c'est un manque, si c'est vraiment quelque chose d'essentiel, c'est des choses qu'on peut envisager sur une mise à jour annuelle. Le doc salarié sur les mois, l'emploi du temps. Alors est-ce que c'est sur la partie analytique?
peut-être sur la partie analytique, il faut déployer avec le plus. Vous avez une partie analytique pour spécifier l'intitulé du travail fourni soit sur les 3 plages horaires de la journée. Je n'ai pas compris la question en fait. C'est quoi la question? Le retour d'Émilie, c'était sur l'emploi du temps. Elle parlait du doc salarié sur les mois. Donc, je pense que de rajouter des colonnes, c'était peut-être en plus des 3 plages horaires, j'imagine, en plus des 3 plages matin, après-midi, soir. Bah, après, c'est un petit peu sans fin. Là, on a mis 3 lignes, 3 colonnes, on pourra en rajouter une 4e. Voilà, c'était pour ça aussi. S'il faut en plus rajouter une colonne description, voilà, c'est juste qu'à un moment, le fichier il commence à prendre beaucoup de place, quoi. Déjà, on est obligé de les refermer parce que ça devient limite de l'illisible, quoi. Ok. Ok, mais on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, ouais, Un merci. petit peu dépassé. Merci à tous.